Assassinat de Chérubin Okende, la famille du défunt porte plainte contre inconnu pour enlèvement et assassinat. Affaire Chérubin Okende, 5 jours après, aucune commission d'enquête n'a été formellement constituée. Aucun médecin légiste n'a encore été désigné, selon écrit Claudel Loubaya. Affaire Okende, près de 50 experts spécialistes en balistique, médecine légale, interception des télécommunications et criminologie originaire de la RSA et de la Belgique associés à ceux de la RDC, réquisitionnés pour la vérité et autour de l'assassinat du député national. Je crois qu'avec votre mort, c'est tout ce régime qu'il faut mettre en accusation. C'est Délice Sanga après la visite de la famille du regretté Chérubin Okende. Dans un autre registre, le gouvernement note la persistance du phénomène kidnapping à Kinshasa et au Congo central. Dans l'est de la RDC, les FARDC dénoncent le massacre de 11 civils par l'armée rwandaise et supplétifs du M23. La Lucha accuse pour sa part le président Tshisekedi d'encourager un climat de terreur contre l'opposition, la société civile et le clergé catholique. À Kinshasa, je l'ai dit, le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, vient d'être notifié par le VPM en charge de l'intérieur. Il remplace à ce poste le général Silvano Kasongo qui, lui, n'a pas encore été notifié de ses nouvelles fonctions. Apprend-on à noter que ces nominations ont eu lieu au mois d'avril dernier. Dans l'actualité toujours, Ferdinand Kambere a rejeté en bloc les déclarations du président ougandais qu'il qualifie de calomnieuses, voire de sorcellériques. Dans une interview accordée la semaine dernière à Reuters, Yoweri Museveni accusait Joseph Kabila et son gouvernement d'avoir octroyé aux ADF des locations gratuites au Nord Kivu et en Ituri, où ils extraient de l'or, vendent du bois, récoltent le cacao des gens et collectent également des impôts. Élection 2023, l'opposition développe un discours de haine tribale qui dresse les 450 ethnies de la RDC contre la tribu de Félix Tshisekedi. C'est la déclaration d'Augustin Kabouya au Niger à la réunion du Comité d'Afrique de l'Internationale socialiste. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques. Premièrement, on parlera élection 2023. Quid du contexte, qu'il est favorable ou pas? Deuxièmement, rébellion du M23. Quelle issue idéale après 2 ans d'hostilité? Deux invités, Maître Rodrigue Ramazani, cadre porte-parole plutôt d'Envol. Merci beaucoup de votre présence. Ça fait longtemps qu'on vous arrive ici, sur ce plateau. Ça fait un moment, c'est vrai. Je tiens aussi à vous remercier pour cette invitation et l'honneur que vous faites à ma personne ainsi qu'à mon parti. Je salue les compatriotes qui nous suivent à cet instant. Je salue le co-débatteur du jour, pour qui je laisse le privilège à vous, comme présentateur, de l'annoncer aux nombreux Congolais qui vont suivre cet échange patriotique. Merci beaucoup, Maître Ramazani, Maître Mpinda. Richard, bonjour aussi. Merci de votre présence dans Grand Tribune. Merci, merci. Ça, c'est notre maison, hein, comme on dit. Cette maison qui ne manque pas de nous donner l'opportunité de faire entendre notre voix, de communiquer surtout sur l'actualité qui demande à ce que les gens réfléchissent, qu'ils analysent les faits, et pour en donner soit une position pour que les uns et les autres suivent. Donc je salue mon co-débatteur, Maître Rodrigue Ramazani. Je fais un petit coucou aux nombreux spectateurs qui vont certainement suivre cette émission et l'apprécier. J'en suis sûr, et vous ne me direz pas le contraire dans les commentaires. Et à vous-même d'avoir daigné nous convier à cette émission. Voilà. Merci beaucoup. Je commence avec Maître Ramazani. Est-ce que vous avez un biscuit à faire au regard de l'actualité du pays? Un commentaire? En fait, je suis stupéfait, estomaqué de constater tout ce qu'on a suivi. Ce théâtre au sommet de la ville de Kinshasa, entre l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les gouverneurs de la ville qui se sont permis sur la place publique de se dénoncer
de dénoncer en fait les actes qu'ils ont eu à poser de manière interposée, mais qui étaient préjudiciables à la ville, parce que tous deux se sont traités des voleurs. L'un a dénoncé l'autre qu'il a mis en place des comptes fictifs contre l'intérêt des Quinois, et l'autre dit que l'autre aussi, pasteur soit-il, doit être considéré comme un voleur. Mais dans tout ça, je suis estomaqué parce que je constate les silences de l'appareil judiciaire congolais, les silences de l'inspection générale du finance qui aurait dû diligenter des enquêtes au sein de la ville pour saisir la balle au bond et constater ce méfait dans la gestion de la ville de Kinshasa qui du reste a beaucoup de problèmes en termes de gestion et surtout en termes de finances. Et laissez-moi ici saluer le courage d'un homme, l'honorable Mike Mukebai, qui, bien que controversé, il était resté droit dans ce botte pour dire que les deux tourtereaux au sommet de la ville de Kinshasa ne jouaient pas franc jeu avec la population. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est l'origine de cette bataille. L'origine de cette bataille, c'est pour réduire une jeunesse. La jeunesse de Bandal, la commune où j'habite, réduire cette jeunesse en applaudisseurs et en danseurs. Ils se sont battus simplement parce que l'un voulait avoir le terrain municipal de Bandalungwa en vue d'installer une kermesse. L'autre a refusé parce qu'il fallait le donner à son poulain. Et les combats ont commencé à partir de là. En lieu et place de se battre pour que, s'ils aimaient vraiment le Ndalois comme ils veulent nous faire le savoir, en lieu et place de se battre pour que les travaux de construction de ce stade reprennent, afin que ce stade soit mis à la disposition de cette jeunesse, pour que cette jeunesse pratique effectivement le sport, non. Nos deux autorités, Ndalois parce qu'ils se le réclament aussi, se battent parce qu'il faut mettre de la chanson et de la boisson, de l'alcool, comme si la jeunesse de Bandalungwa, il faut les réduire à ça. En lieu et place de se battre pour que le rivière Makelele, qui aujourd'hui, qui à cause des inondations, beaucoup de familles ont quitté les quartiers Lubudi et les quartiers Makelele, en lieu et place de se battre pour que les inondations n'y arrivent plus. Non, 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 non. Nos deux autorités, l'ancien président désormais de l'Assemblée, parce que lui criait majorité, mais apparemment la majorité à l'Assemblée n'a pas regardé son cas, les deux autorités, les gouverneurs de la ville, ainsi que l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, se sont battus pour la mise en place d'une kermesse au sein du stade municipal des Bandal. Honte à eux. Je demanderai aux Ndalois, comme tous les deux, ils ont créé des partis politiques, je demanderai aux Ndalois d'être assez sévères vis-à-vis d'eux, parce que nous pensons que Bandalungwa mérite mieux. Je pense aussi que... Mérite mieux. Je pense aussi qu'en termes de leadership, ils ont failli. Ils ont failli en termes de leadership. Merci pour ce cri d'alarme que vous venez de faire. Maître Pina, un biscuit également. En réalité, j'ai aimé sa critique, hein. J'ai aimé son cri d'alarme, mais lorsqu'il développe davantage, j'ai vu un candidat député national vers Lukunga, Funa, c'est ça? Oui. Funa, qui voudrait noyer ses adversaires. C'est de bonnes guerres en soi, donc... c'est légitime. C'est une réalité. Ben voilà, la réalité est telle qu'elle et on l'exploite de manière... c'est légitime. Je ne vous condamne pas, mais j'ai trouvé ça amusant. Alors, moi, mon biscuit, c'est la plainte contre l'inconnu pour arrestation arbitraire initiée par la famille de l'honorable Chéribin Okende. J'encourage la démarche, mais en principe, je pense que cette démarche a été mal orientée. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête qui est ouverte par le parquet. Et lorsque le parquet initie les poursuites, on ne va plus se plaindre, mais on se greffe à la partie poursuivante, parce que nous sommes en matière pénale, c'est le parquet. On se constitue partie civile. Ça, c'est la première grief que je relève.
La deuxième grief, c'est qu'on ne peut pas initier une plainte contre l'inconnu pour arrestation arbitraire. C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que l'arrestation arbitraire est l'œuvre de personnes habilitées ou d'un agent habilité investi par la loi, ok, et qui exerce, comment on dit, qui exerce la souveraineté, qui a l'exercice de la souveraineté. Et ici, en l'occurrence, lorsqu'on dit inconnu, on suppose que l'auteur de cet acte-là, en lieu et place, quand on dit inconnu, on devrait dire pour enlèvement. Pourquoi? Parce que l'auteur n'est pas connu. Et ici, lorsqu'on arrête, on suppose celui qui va vers vous pour arrêter a un document qui atteste ou qui l'encourage ou qui le pousse à commettre pareil acte. Quand on dit arrestation, on suppose que j'ai brandi un acte, soit un mandat, soit un avis de recherche. Et donc, s'il faut aller dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'avocat qui a réfléchi de la sorte, c'est qui sont ceux qui ont procédé à cet acte-là. Vous voyez ça? Parce qu'il dit arrestation. C'est-à-dire qu'il a pris connaissance de qui et où. Certainement. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est tout ça le problème. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas dire inconnu. Parce que inconnu suppose enlèvement. Suppose destination inconnue. Voilà ce qui se passe. Je vous fais un tableau. Individu n'ayant pas, je vous prends un titre illustratif. Nous avons connu dans ces pays récemment ici un général qui avait été condamné pour avoir séquestré un monsieur à qui l'on a torturé même chez lui. C'est passé même à l'auditorat militaire, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. On a poursuivi ce général-là, non pas pour arrestation arbitraire ou détention illégale, mais on l'a poursuivi pour enlèvement et séquestration. La séquestration, pourquoi? Parce que le général, en tant que tel, n'était pas compétent pour arrêter, n'était pas non plus compétent pour détenir. Ni les lieux où il devait le faire n'étaient pas indiqués. Vous voyez ça? On le poursuit maintenant pour arrestation, plutôt pour enlèvement. Pourquoi? Parce que l'œuvre est que ceux qui l'ont pris n'avaient pas qualité. On le poursuit pour séquestration parce que ceux qui l'ont séquestré et à l'endroit où il a été séquestré n'étaient pas non plus indiqués. Lorsque une personne habilitée et compétente poursuit ou prend quelqu'un, on dit arrestation. Et lorsque la personne est placée quelque part, on dit détention. Lorsque celui qui n'a pas qualité prend une personne, qui n'est pas autorisé par la loi, prend une personne, on dit enlèvement. Et lorsqu'il les place quelque part, on dit séquestration. C'est pour que ces distinguos-là soient marqués pour éventuellement revenir à cette contradiction. Et la contradiction ici démontre à suffisance qu'on ne peut pas dire plainte contre l'inconnu pour arrestation arbitraire. Et donc, à ce niveau-là, il y a une contradiction. Je pense qu'on devrait revenir là-dessus pour permettre à la famille d'obtenir gain de cause. Et cette démarche ici, elle a une connotation purement politique. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est l'ensemble qui s'en mêle. Excusez-moi, 30 secondes. L'ensemble qui s'en mêle parce qu'il a voulu en faire un problème d'État lorsqu'on vous dit que c'était un crime d'État et qu'en retour ici, ok, on parle d'arrestation pour évoquer le fait est que les personnes habilitées ou compétentes, ok, ce sont eux qui ont posé cet acte-là. Et pourtant, le secrétaire général de l'ensemble, les différents journalistes que nous avons cités plus d'une fois ici, Élisée Odia, Peter Tiani et consorts, ainsi de suite, ont tous parlé de l'enlèvement. Et donc, à ces niveaux-là, ceux qui ont, même Sonia Rollet, ceux qui ont rendu cette information-là publique, ont dédouané l'État de par leur déclaration. Et donc, cela serait tout simplement contradictoire et voire même vexatoire. Et téméraire d'ailleurs. Alors, il y a un nouveau général qui va diriger la ville de Kinshasa. Un petit commentaire sur ce changement au regard de l'insécurité qui se vit actuellement à Kinshasa. Un début de solution? Je l'espère pour les Congolais, pour les Kinois qui vivent en insécurité depuis plus de 3-4 ans aujourd'hui. Les Kinois sont en insécurité. L'État est incapable de sécuriser les Kinois si jamais ces changements à la tête du commissariat provincial de la ville de Kinshasa
peut apporter une solution, cela sera évidemment très bien. Mais par contre, au-delà du changement, la police a besoin de moyens. La police a besoin de moyens. Donc, le conseil au pouvoir public, en leur place de dilapider le fonds de l'État en le mettant dans des voyages, dans les achats de jeeps pour les députés, dans plaisir personnel, dans des fêtes, dans des voyages à Marbella. Nous demandons au pouvoir public de se mobiliser pour donner à cette police de moyens. J'aurais appris que la ville de Kinshasa, pour qu'on soit sécurisé, c'est à peu près 20 000 $ par mois. J'imagine que c'est vraiment difficile. C'est difficile pour le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Rassurer, la police n'a pas de mobilité. Il suffit de voir comment est-ce que les sous-commissariats, les sous-SIAT, dans quel état ces sous-SIAT se retrouvent, dans quel état nos policiers sont équipés. Donc, il faut une vraie politique sécuritaire autour. C'est au-delà de changement de fonctionnement de la police. Il faut une vraie réforme de notre police et du sérieux dans la conduite du politique publique en matière sécuritaire. Au mois d'avril, mais qu'ils entrent en fonction au mois de juillet. Est-ce que c'est explicable du point de vue de la mise en œuvre de l'application des lois? C'est explicable. Écoutez, on aurait appris qu'il y a eu beaucoup de problèmes des négociations, des COP, des rétrocommissions dans cette affaire d'ordonnance nommant des membres. C'est encore conditionnel, hein? Ben oui, on aurait appris, je le dis très bien, qu'on aurait appris qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est pourquoi l'ordonnance du chef de l'État, bien que publiée, n'a pas pu être... ça a été promulgué, je rappelle que cette ordonnance a été promulguée. Et il y a eu beaucoup de questionnements autour de ça. J'ai même appris qu'il y a eu beaucoup de changements. Au départ, M. Kassongo, je ne sais plus, il était envoyé au niveau du commissariat national de la police. Aujourd'hui, il se retrouve comme commissaire de la province du Kasaï. Sauf si j'ai... Donc il y a eu beaucoup de changements, même dans l'ordonnance, il y a eu des chamboulements dans cette ordonnance. Mais bref, moi je ne suis pas étonné, c'est de la manière de gouverner le pays aujourd'hui. C'est inexplicable. Si jusqu'aujourd'hui on constate que l'ordonnance du chef de l'État, bon, avant c'était le FCC qui bloquait à travers ces ministres qui refusaient d'exécuter. Aujourd'hui le président de la République, ses ordonnances continuent à poser problème alors qu'il a le plein pouvoir. Bref, nos compatriotes doivent constater que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont teintés un peu d'amateurisme dans la conduite de choses de l'État. Maître Pinda, c'est explicable? 3 mois après la nomination. Je crois que cette polémique, elle est largement dépassée. Aujourd'hui, les gens attendent des explications potables et acceptables. Ce qui voudrait tout simplement dire que des réformes venaient d'être apportées au sein de la police, vous l'avez dit, qu'il y a des problèmes logistiques, par exemple, lorsque on nomme, ok, il y a l'entrée en fonction. Et l'entrée en fonction implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que les déplacements des personnes qui doivent quitter les lieux qu'ils occupaient pour un autre. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent être organisées d'une certaine manière. C'est ainsi que ça peut prendre le temps que ça prend. Donc, aller dire que, bon, voilà, il y a eu des COP aux rétrocommissions et tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Ou que l'expertise, lorsqu'on est nommé à l'inspectorat général pour éventuellement exercer une fonction qui est beaucoup plus administrative, comme l'a été les cas du général Kassongo, et que le président de la République estime qu'il est mieux de l'envoyer gérer une ville, parce qu'il peut y apporter un plus, je ne vois pas en quoi cela aurait été l'œuvre d'une comment dire, rétrocommission ou quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce que ici, il sera beaucoup plus actif et il va beaucoup plus apporter. Et donc, des problèmes au sein de la police, il y en a. Moi, je pense qu'il faut aussi des réformes. Je pense que, hormis ces réformes, cette réforme qui vient d'arriver, qui est carrément structurelle, il faut encore d'autres réformes qui permettront à ce que l'on fasse, éventuellement qu'on accède à la mise à niveau de policiers. Et il faudrait aussi recruter davantage. Et lorsqu'on parle de 20 000 $ pour une ville de près de 20 millions d'habitants, c'est très insignifiant. Donc il faut un budget conséquent, il faut, comme on le dit, éventuellement, comment dire, accompagner la police par les véhicules, par les armes, même s'il le faut. Il faut équiper sérieusement la police pour arriver à accéder, comment dire, à la sécurisation des biens des personnes. Mesdames et messieurs, sujet du jour, je lance le sujet, premier sujet du jour, élection 2023, puis du contexte, qu'est-ce qu'il est favorable ou non? C'est la première thématique de l'émission. Je commence avec Maître Rodrigue. Alors,
Vous qui allez prendre part à ces scrutins, contrairement à Martin Fayulu et au FCC de Joseph Kabila, vous avez estimé, est-ce que vous estimez que ce contexte est favorable pour que vous y preniez part, contrairement aux autres qui sont aussi dans l'opposition? Je crois que sur la question de la sécurité de la ville de Kinshasa, avec Maître Mpinda, on est tous unanimes, que la police a un problème d'équipement, la police a un problème de financement. Ce sont des problèmes que la majorité, avec Maître Mpinda, constate qu'il fallait améliorer à 3 mois de fin de mandat, 6 mois pratiquement, parce que le corps électoral sera convoqué bientôt pour le président de la République. C'est quand même décevant que nos amis qui sont au pouvoir depuis près de 5 ans constate aujourd'hui qu'il y a un problème d'équipement à la police, constate aujourd'hui que 20 000 $ pour la police de Kinshasa, pour une ville de 12 millions d'habitants, alors qu'ils ont gaspillé l'argent ailleurs, l'argent de l'État, en se faisant plaisir de manière personnelle. Oui, c'est un aveu d'échec, parce que le président de la République même reconnaît qu'il a échoué du point de vue de la sécurité, il a échoué avec la justice. Je demanderai aux Congolais de tirer simplement la conséquence que ce n'est pas à la fin du mandat que vous allez constater qu'il est important aujourd'hui de réformer la police. Donc le pays, il faut le donner entre les mains de ceux qui ont une vision, savent exactement ce qu'ils vont faire de la sécurité des Congolais, de l'administration du pays, de la justice et tout ce qui va avec. Pour le processus électoral, est-ce que nous pensons que ce processus électoral sera crédible? Telle est votre question. Est-ce que les conditions... Voilà, c'est en d'autres termes la question. En d'autres termes, c'est ça votre question. Écoutez, ce processus électoral, tout porte à croire que ce processus électoral ne sera pas crédible. Pourquoi? Ce processus électoral ne sera pas crédible dans la mesure où la CENI monolithique, parce que l'opposition, depuis 2 ans, réclame que la composante de la CENI, la composante opposition, qui doit représenter l'opposition dans cette trilogie électorale, n'est pas... Ceux qui sont là-bas ne sont pas ses délégués. Ça fait 2 ans que l'opposition demande la recomposition de cette CENI. C'est pas contradictoire. Vous dites que les contextes ne sont pas... Laissez-moi arriver. Les conditions ne sont pas favorables, mais en même temps, vous y allez quand même. Voilà. C'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, c'est une logique. Et je vais arriver à cette logique. Donc... Vous savez que cette CENI n'est pas... Elle est déjà dans un camp donné, selon votre compréhension, mais en même temps, vous y allez quand même. C'est-à-dire que vous allez vous accompagner, vous allez à l'abattoir. Vous vous abattre là-bas. Merci de me laisser finir ma réflexion. Et les Congolais vont constater que je répondrai à votre question. Donc, la Cour constitutionnelle qui pose problème aujourd'hui parce que c'est une Cour irrégulièrement constituée, nous l'avions soulevée, nous nous sommes battus pendant 2 ans. Même nous, l'envol, nous avions mis en place une dynamique, le jeu 13, pour trouver un processus électoral consensuel. Et il n'y a pas longtemps, à la fin même de ce mois, les leaders de l'opposition sont allés rencontrer M. Kadima pour démontrer leur bonne foi pour aller au processus électoral en vue des facilités de choses que malheureusement cette CENI de la majorité a décidé de n'écouter que la voix de son leader qui est Félix Tshisekedi. Nous disons... La question de la composition, elle demeure jusqu'aujourd'hui. Mais ces revendications de l'opposition n'ont jamais rencontré une réponse de la part ni de la CENI, notamment sur la question de l'audit du fichier électoral, ni du pouvoir, parce que ce sont eux qui sont la majorité. Certaines questions relèvent évidemment relèvent de la politique. Il y a des questions techniques. La question de l'audit du fichier électoral est une question technique qui relève de la CENI. C'était à la CENI de nous donner une réponse que malheureusement la CENI a refusé de répondre. La CENI a dit que votre démarche est illogique dans la mesure où vous demandez à la CENI la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oh non, non, une fois de plus, vous comprenez très mal les choses. C'est dans le communiqué de la CENI. Non, même la CENI, ça veut dire que M. Kadima n'a rien compris. Je crois même qu'à la sortie de ces échanges entre l'opposition et la CENI, le président Martin Fayulu, le président Sessong ont pris parole. Ils étaient clairs que certaines questions, notamment la recomposition de la CENI et la régularisation de la composition de la Cour constitutionnelle, ne relevaient pas de M. Kadima. Avec M. Kadima, les débats étaient autour du contre-expertise qu'il fallait faire sur le travail. Pas le bureau. Non, pas le bureau. Pourquoi on va discuter avec M. Kadima le bureau alors que nous le savons très bien que M. Kadima n'a pas le pouvoir de changer ses bureaux, de permettre à l'opposition d'envoyer effectivement ses délégués. Cette position, nous l'avions prise. Nous l'avions dit, c'est public, les images sont là. Nous l'avions dit de manière, avec une voix assez, assez élargie. Dans votre logique. Maintenant, dans notre logique. Vous ne me permettez pas en fait de finir ma logique. Parce que
je trouve que vous êtes en train d'aller vous êtes en train d'aller de contestation en contestation. Vous demandez le fichier. Quand le fichier peut-être sera audité, vous irez maintenant au bureau. Quand le bureau sera peut-être modifié, on le suppose, vous irez maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc finalement, les revendications ne finiront jamais. Je dis ceci, les revendications de l'opposition datent de 2 ans. C'est depuis 2021 que l'opposition parle de la recomposition de la CENI ainsi que de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à 6 mois des élections que l'opposition a commencé à prendre cette position. Vous êtes journaliste et j'espère que vous allez rester très objectif sur ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Et 2, laissez-moi avancer, parce que vous allez encore me poser la question, vous n'allez pas me laisser achever ma pensée. Deuxièmement, l'opposition parle de l'audit du fichier électoral. Parce que l'audit du fichier électoral a pour objectif d'établir un lien de confiance entre les parties prenantes. Nous sommes des compétiteurs. Et ce n'est pas pour la première fois que l'on va auditer un fichier électoral au Congo. Pourquoi on va faire un audit avec des copains et copines de la manière de M. Kadima comme il le veut? Il choisit ses copains avec qui il a travaillé dans des surveillances électorales. Il vient auditer les fichiers sans les parties prenantes. Ça ne s'est jamais fait. Et quand l'opposition dit, l'opposition est allée loin à dire... L'audit de votre fichier, nous n'en avons vraiment pas un problème. Notre souci, voilà, vous me dites chuter, vous me coupez, je n'ai pas fini ma réflexion. L'opposition a dit, vous pouvez continuer, mais tout ce que nous demandons, c'est cette contre-expertise. C'était juste pour établir les liens de confiance. Raison pour laquelle nous, l'envol, on a pris une position. On a dit, tout compte fait, M. Tshisekedi ayant échoué dans tous les secteurs de la vie nationale, n'ayant aucun bilan à défendre, nous allons participer à ce processus électoral, mais avec ce bémol que la population doit retenir. 1. Cette CENI-là de M. Kadima, nous n'allons pas attendre les résultats qui sortira de lui. Nous appelons la population à une surveillance citoyenne. Le jour du vote, les Congolais doivent aller voter massivement pour ne pas laisser un boulevard à Tshisekedi. Le jour du vote, les Congolais vont rester dans le bureau de vote, ils vont comptabiliser le voix et les résultats que la population va comptabiliser, qu'ils vont envoyer via une plateforme qui sera mise en place et les résultats qui va compter pour nous. C'est les résultats qui sera publié par l'Église catholique et l'Église protestante. La CENI de M. Kadima, il peut le garder pour lui et M. Tshisekedi. La Cour constitutionnelle constituée par quelques membres venant d'un coin de la République ne nous concerne pas. Le seul résultat qui fera foi, c'est le résultat qui viendra de la société civile à travers la surveillance citoyenne qui sera faite par l'opération Télémé la fraude électorale. Et à partir de là, c'est le résultat de l'Église catholique et l'Église protestante qui feront foi. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani. On a compris votre démarche sur ces élections. Maître Mpina, je vous donne aussi la parole. Est-ce que le contexte est favorable pour aller aux élections? Ou bien ce processus est-il crédible en d'autres termes? Je dirais que le processus il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a une cour qui a été constituée dans la légalité. Il vous dit que cette cour a été constituée de manière irrégulière, la Cour constitutionnelle, mais il ne vous a pas dit où est-ce que la loi a été violée pour éventuellement accéder à cette irrégularité. Ça, c'est déjà un problème. Vous savez, lorsqu'en face de moi, j'ai affaire à un avocat, j'attends de lui une certaine sérénité dans ses déclarations qui doivent en principe corroborer les prescrits légaux. Lorsqu'il dit par exemple que le résultat, ici je vais vers la fin, il dit les résultats dont ils vont gérer eux, les résultats qui seront pris en considération ne seront qu'uniquement les résultats provenant de la CENI, plutôt de l'Église catholique et de l'Église protestante. Posons-nous la question de savoir si l'Église protestante et l'Église catholique sont légitimés pour ça. Est-ce que les résultats donnés par l'Église protestante ou l'Église catholique peuvent être opposables? En termes de comparaison? Non. En termes de comparaison, pas ce du que la tout. CENI va faire? Pas du tout. La seule structure habilitée à organiser les élections, c'est la CENI. Du point de vue de la loi, c'est la CENI. Oui. Mais il y a des observateurs qui peuvent compiler également les résultats et les comparer à la CENI, ce n'est pas interdit. Quelle est la compétence
de ces, Non, de ces, du point de de ces vue de la loi, observateurs. du point de vue de la loi, ils allons-y. n'ont pas de compétence. Et alors? Mais ce n'est pas interdit de compiler les résultats et de les comparer. La question n'est pas à ce niveau-là. Parce que les observateurs, on en appelle toujours. Les observateurs sont toujours là. Mais la question à laquelle vous ne revenez pas, c'est lorsque lui dit les résultats qui seront pris en considération. Et ici, il veut tout simplement dire les seuls résultats légitimes, légaux, ok, ne seront que les résultats provenant de l'Église catholique et de l'Église protestante. Moi, je le dis en vertu de quoi? J'ai en face de moi un avocat que j'ai toujours dit qui n'est pas un moindre. Du point de vue de la loi, c'est uniquement la CENI qui est reconnue comme étant structure à publier les résultats. Merci. Là, vous renchérissez pour... Ça, attendez, s'il vous plaît. Vous renchérissez pour dire que seule la CENI, du point de vue légal, ok? Mais ici, je pose la question de savoir la compétence de l'Église catholique et de l'Église protestante. Quel est le rôle des observateurs selon vous? Ils observent, point barre. Et c'est ça, Ils ça ne s'arrête publient là. pas du tout. C'est du désordre. C'est l'anarchie. Pourquoi la loi demande à ce qu'on affiche les résultats? Là, Par bureau, chaque bureau. attendez un bureau peu, par s'il bureau. vous plaît, s'il vous plaît. Les observateurs sont là pour vérifier l'irrégularité ou les irrégularités qu'il y a. Les observateurs ne vous disent pas qui a gagné, qui a perdu, non. Je vous retourne la question. Oui. Pourquoi est-ce que la loi demande qu'on affiche les résultats Pour par permettre bureau? à tout le monde de s'enquérir. Et voilà. Bah, Et voilà. Les voilà. observateurs peuvent aussi prendre ces résultats, ne pas les publier, mais les comparer. Mais vous à êtes la contradictoire. Comment Vous ça? êtes très contradictoire. Parce Comment que ça? lui, il parle de les seuls résultats à considérer, à prendre en compte. Ce sont les résultats qui proviendront de l'Église catholique et de l'Église protestante. Comment vous et moi allons prendre connaissance de ces résultats-là? C'est ça le problème. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. Ils ne sont ni qualifiés pour publier les résultats, mais ils sont là en tant qu'observateurs. Un observateur n'est pas une personne impliquée dans le processus. Un observateur, c'est comme ceux qui... Prenons que le réalisateur, par exemple, c'est un observateur. Il n'est pas actif dans le processus électoral. C'est-à-dire que vous savez, lorsqu'on dit que quand les prémices sont fausses... Une minute pour finir. Allez-y. Ah, vous m'aviez interrompu Allez-y, pendant que le développement de ma pensée, je n'ai même pas fini. Et donc, j'étais en train de dire, parce que plus fondamental, plus intéressant que ça était... vous savez, aujourd'hui, où nous parlons ici, nos amis de l'opposition n'ont plus ni le droit, ni la qualité de s'opposer ni au bureau de la CENI, ni au processus électoral. Pourquoi? Parce que c'est contradictoire. Lorsqu'on prétend qu'un bureau n'a pas respecté les normes pour être constitué, et que par de suite vous allez vers ces bureaux-là pour obtenir des solutions à vos problèmes. Je voudrais dire quoi par là? Nos amis ont contesté les bureaux Kadima. Et par de suite, ils vont poser des problèmes à ces mêmes bureaux. Quelle serait la valeur légale? Ok, si aujourd'hui, Kadima affichait comme eux le voulaient. C'est déjà une contradiction. C'est une contradiction, une inconstance. Vous voyez ça? On ne peut pas prétendre, dans ce cas-là, attendre quelque chose de Kadima. Le fait est pour eux d'être allés vers le bureau de Kadima. C'est le légitimé. Ils l'ont légitimé tout simplement. Et aujourd'hui, c'est comme des amateurs, puisqu'on nous traite nous des amateurs. Moi, je constate plutôt que c'est l'opposition qui est dans l'amateurisme. C'est-à-dire que, ben, je suppose okay, qu'ils auraient été piégés et qu'ils sont tombés dans le piège. Par la CENI. Par la CENI. D'accord. Et ici, lorsque vous allez vers le bureau de la CENI, vous légitimez, c'est-à-dire que vous laissez tomber toutes vos revendications parce que vous attendez d'eux. Qui sont ceux-là de qui vous attendez quelque chose? Ce sont ceux que vous prétendiez hier qui ne sont pas légitimes. Merci. Mais c'est contradictoire. Merci. Excusez-moi, pardon, donnez-moi encore, je peux même, vous pouvez même retirer dans mes minutes prochaines, ainsi de suite, tout ça. Cette contradiction, c'est aussi dans le chef de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou dit Tshisekedi est illégitime. C'est lui le président élu. Quelle est la valeur légale et légitime de légitimation qu'auraient les élections organisées sous Tshisekedi? Parce que Tshisekedi est illégitime selon lui. Si Tshisekedi est illégitime,
Donc, les résultats que publierait Tshisekedi pour Martin Fayulu seraient aussi légitimes. C'est pas Tshisekedi qui organise. Non, j'ai dit, les présidents, attendez, qui fournit l'argent pour... Non, ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Non. On va y revenir. La CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. On y revient. Et cet appui de... On va y revenir, Maître Mpinda. Ne vous en faites pas. Maître Ramazani, la loi ne reconnaît qu'à la CENI de publier les résultats. Vous invitez les CC et la CENCO à violer la loi. Laissez-moi dire à Maître Mpinda que l'argent pour organiser la CENI, c'est l'argent du trésor public. Nous sommes tous contributeurs du trésor public. M. Tshisekedi ne finance pas les élections. C'est les Congolais qui financent les élections. Détrompez-vous. Ces pays ne vous appartiennent pas et n'appartiennent pas à M. Tshisekedi. Nous sommes tous sociétaires. J'avance. Maître Mpinda. Maître Pinda, je vais quand même revenir sur deux choses, permettez-moi, avant d'arriver à votre question sur la violation de loi. Il dit en quoi la Cour constitutionnelle est mal constituée, il fallait lui donner une disposition. Bon, je faisais confiance en fait, parce que je fais un débat avec un juriste. Je n'ai pas besoin, quand je suis face à un juriste, de lui dire où est-ce qu'elle avait violé. S'il était un averti comme moi, il aurait lu directement l'article 116 de la loi portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui démontre comment est-ce que les mandats commencent et se terminent à la Cour constitutionnelle. Et sur base de ça même, je crois le président national du parti En Vol, auprès d'un de vos confrères sur Télé 50, avait fait la démonstration de cette irrégularité de la composition de la Cour constitutionnelle dans la violation des mandats. Il faut lire les articles 158 de la Constitution, l'article 6 de la loi sur la Cour constitutionnelle et l'article 116 de la loi sur la Cour constitutionnelle en faisant cette combinaison. C'est une gymnastique, c'est de l'arithmétique juridique en fait. Il faut le faire pour dégager... Quel article, pardon? Quel article? Je vais vérifier. Allez-y. Je disais l'article 158 de la Constitution, l'article 6 sur la loi portant fonctionnement et organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 6, hein? Et l'article 116, oui. 106, 107. Ok. 116 de la Cour constitutionnelle. Je crois que en faisant cette gymnastique intellectuelle facilement, l'on peut constater pour tout juriste averti qu'effectivement, la manière dont le remplacement ont été faits à la Cour constitutionnelle, il y avait effectivement violation en termes de mandat. Et ça, je ne peux pas le dire à un juriste parce que Maître Pinda est parmi les juristes que je respecte lorsque je suis sur un plateau télé. Ça, c'est un, deux. Juste spécialement nous allons nous attarder, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ici, là, maintenant, nous allons voir avec les dispositions qu'il vient de donner. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je suis là, on va le faire. 2. Maître Pinda dit en vertu de quoi les églises vont publier les résultats. Je crois que c'est même le sens de votre question. Maître Pinda ne se rend pas compte qu'en réalité, la majorité au pouvoir a installé l'anarchie en violant le droit de l'opposition, en violant les prérogatives qui reviennent à l'opposition. Lorsque M. Tshisekedi et sa majorité décident de placer à la CENI les membres de l'Union sacrée, est-ce que c'est la faute de l'opposition? Alors que je dis ici sur ce plateau, ça fait 2 ans que l'opposition a récusé ceux qui se prétendent être ses représentants dans cette CENI. Le pouvoir a fait sourde oreille parce qu'ils se disent avoir la force et qu'ils ont une majorité à l'Assemblée nationale, que ce débat n'aura jamais lieu. Qui ont installé en réalité l'anarchie? C'est le pouvoir qui a installé l'anarchie. Quand vous dites qu'ils ont installé un membre du pouvoir à la CENI, mais oui, écoutez, ce n'est pas M. Tshisekedi qui désigne les membres de la CENI. Ben, c'est lui qui les investit par ordonnance présidentielle. Le président il les investit par ordonnance. Il investit par ordonnance présidentielle. Nous, l'opposition, avions contesté Manara et compagnie. Nous les avions contestés. Même le FCC qui avait envoyé M. Manara par une lettre de son parti politique l'avait récusé. Est-ce qu'il faut revenir encore sur ces débats, sauf si on est amnésique? Alors, sauf si on est amnésique. Maintenant, parce qu'ils ont décidé. Autre chose, Maître Pinda demande pourquoi avoir allé vers M. Kadima. Bon, peut-être Maître Pinda ne comprend pas une chose, que la CENI est composée sur base d'une trilogie. Cette trilogie, c'est, nous avons d'une part la majorité, la société civile et l'opposition. 2.
Nous, l'opposition, parce que vous, du pouvoir, vous ne cessez de dire que nous ne sommes pas prêts à aller aux élections. L'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Nous, l'opposition, nous sommes allés voir M. Kadima pour soulever des choses essentielles. D'abord, pour démontrer, notre bonne foi d'aller effectivement aux élections. Deux, notre sens de responsabilité. Nous sommes allés voir M. Kadima. Avec une CENI qui est déjà une CENI corrompue. Je dis ceci. Nous sommes allés voir M. Kadima pour lui faire... M. Kadima qui est un représentant du pouvoir. Attendez. J'en arrive. Le débat aujourd'hui autour de la CENI, c'est autour de la composante opposition. Parce que même la société civile qui contestait M. Kadima, vous vous souviendrez que l'Église catholique, l'Église protestante a levé le pied sur ces contestations. Parce que M. Kadima est issu de la composante, société civile. Aujourd'hui, nous sommes allés voir M. Kadima, non pas pour discuter sur sa CENI, sur le travail du fichier électoral. Je tiens à souligner, il y a un fichier électoral qui doit nous amener aux élections. La question de la composition de la CENI, nous allons les discuter, si discussion il y aura, avec les amis de la majorité de la société civile, pas M. Kadima. Avec M. Kadima, c'était un débat technique autour du fichier électoral qui devait subir la contre-expertise, chose qu'ils ont refusée. Maintenant, face à cette anarchie, l'envol avec le candidat président de la République d'Élysée Sanga, nous avions pris notre position. Nous allons présenter nos candidats, mais parce que nos amis de la majorité ont décidé d'instaurer l'anarchie, nous n'allons pas considérer les résultats qui viendront de cette CENI. Nous n'allons pas considérer les résultats que nous allons considérer comme opposition, ce sont les résultats qui seront publiés par la population. Quand on parle de société civile, c'est la population. C'est le peuple qui fera la CENI. C'est le peuple qui fera la Cour constitutionnelle. On n'a plus besoin de base légale parce que l'anarchie existe. Merci. Nous allons fonctionner sur base de cette anarchie. Ils ont instauré les désordres. Nous allons continuer dans ce désordre. Et seul le peuple va proclamer les résultats. Et c'est ces résultats-là qui feront foi. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Ramazani, Maître Mpinda. J'aimerais que vous vidiez un peu cette petite question. Non, je vais vider les questions. C'est en rapport avec tout ça, vous allez vous rendre compte que je vais faire le parallélisme. Ne vous en faites pas. Faites-moi confiance. Vous pouvez me faire confiance. Bon, allez-y. Ok. Cher Ramazani, aidez-moi s'il vous plaît. Vous aviez parlé de l'article 106, 117, c'est ça? Non, pas 106. L'article 6 de la loi. Ah, 6 de la loi. Et vous aviez évoqué l'article 6 de la loi portant de l'organisation fonctionnement. 158. Vous avez dit 158, vous avez dit 6 de la loi portant organisation et fonctionnement. Vous dites les mandats des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. La Cour est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Ça, c'est d'abord le premier principe. Quand on renouvelle tous les 3 ans, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait 9 ans peuvent quitter. Ça, c'est le premier principe. Vous êtes sur quelle Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes sur quelle disposition? Je suis sur l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. OK? Prenons qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est composée. 3 ans après, on dit la Cour est renouvelable par le tiers tous les 3 ans. Le principe, c'est qu'ils sont élus pour un mandat de 9 ans. L'exception au principe, c'est que 3 ans après, certains peuvent quitter par tirage au sort. Lorsqu'on organise les tirages au sort, a-t-on violé la loi? Ça, c'est la première question. Je le ramène, ça c'est lui-même qui a donné ces dispositions-là. Lors des 2 premiers mandats renouvelables, il procède au tirage au sort. Bon, voilà ce qui est dit. Je le ramène à l'article 158 de la Constitution. Il est dit. Non, vous faites mal. Je viens de la loi. Non, la combinaison. Je ne vous ai pas dérangé, s'il vous plaît. L'analyse est biaisée. Je ne vous ai pas de la loi. Vous allez à l'article 106. S'il vous plaît. Afin de ne pas perturber les téléspectateurs. S'il vous plaît. Je vais y retourner, il n'y a pas de problème. C'est mon temps de parole. Je vous ai respecté pendant votre temps de parole. Si je vous ai moins interrompu, c'était juste pour avoir des précisions par rapport aux dispositions. Oui. Voilà. Vous dites ceci. L'article 158 dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par les parlements réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes, ça c'est la composition et les compétences.
les modes de membres de la Constitution, la Cour constitutionnelle est renouvelable. Au tiers, ça c'est ce que nous avons dit de l'autre côté là-bas, le premier président de la Cour constitutionnelle est élu, tout ça. Je vous ramène moi à l'article 150, qu'il n'avait pas cité ici, qui va définir comment est-ce que les autres juges, parce que les deux ici, on parle de Noël et autres, qui sont arrivés 150-10 ici. Ok, on dit, le pouvoir judiciaire est les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Alinéa 3, une loi organique, on dit les magistrats du siège, et ici on fait allusion aux juges, est inamovible. Point. Ça veut dire quoi? Que le magistrat du siège ne peuvent être en aucun cas bougés. Si on va dans cette logique qui pose le principe, on dirait, ben écoutez, comment les autres ont quitté la Cour constitutionnelle et comment les autres sont entrés. Mais suivez l'alinéa 2. Parce que le bon juriste, le meilleur, pas les apépristes, comme le disait le feu professeur Kalongo Mbikai, ce sont ceux qui se réfèrent à la loi. Voilà ce que dit l'alinéa 2. Ne peut être déplacé. Noël et Ubuntu quittent. Ils sont déplacés. Ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a statué pour retirer Noël et Ubuntu de la Cour constitutionnelle. Et ils ont eu une nomination nouvelle. Et lorsque la nomination nouvelle arriva, ils ont refusé d'aller à leur affectation nouvelle. Mais en quoi a-t-on violé la Constitution? Je vais lire encore son article 106, vous dites de la loi 116 de la loi organique. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. Ceci vaut son pesant d'or. Je pense que c'est l'occasion qui est donnée pour, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation de la Cour constitutionnelle tirent successivement au sort par le groupe de 3 selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel respectivement un mandat de 3, 6 et 9 ans. Depuis que la Cour constitutionnelle est installée, combien de fois a-t-on organisé les tirages au sort? Lorsqu'on a dit, on donne 3 possibilités, on dit soit 3 ans, soit 6 ans. Le juge Dieudonné Kalouba, qui était en remplacement d'un juge démissionnaire, était venu pour compléter les mandats du juge Clément Luamba, qui avait démissionné. Et lorsqu'il est tiré, parce qu'il était venu en complémentation d'un juge qui est tiré, merci, la logique aurait été celle-là. Excusez-moi, laissez-moi, accordez-moi quelques minutes que vous pourriez récupérer. Juste quelques 2 petites minutes pour éventuellement revenir sur... 6 minutes déjà. Excusez-moi, laissez-moi revenir sur... C'était quoi encore la question que vous aviez posée à laquelle que je n'ai pas répondu? S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parce qu'une autre question va surgir. Non. Il me le permet, bien sûr. Pour l'équilibre du débat, je dois vous raviser la parole. Parce qu'on ne peut pas vous laisser parler. Le public a besoin de cet échange pour que le débat soit un bon débat. Maître Rodrigue, à vous de nous prouver maintenant, sur base des articles que vous avez cités, que la Cour, la Cour a été, les juges ont été mal désignés par tirage au sort ou par... Je crois que le débat est clos à partir de l'article 116 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dès lors que la loi organique dit le membre de la première formation de la Cour constitutionnelle, je crois que c'est qui ont été nommés en 2013, première formation de la Cour constitutionnelle, auront exceptionnellement, donc, parce que les tirages au sort, en fait, c'est qu'il faut comprendre, lorsque vous faites la combinaison de dispositions, les tirages au sort, on ne le fait pas ad vitam aeternam. Non. Il y a ceux qui auront un mandat de, exceptionnellement, un mandat de 3 ans. 3 ans. Un mandat de 3 ans, allais-je dire, un mandat de 6 ans. Et il y aura parmi les membres de la première composition, devrait avoir un mandat de 9 ans. Point n'est besoin, à partir de M. Kalouba, de procéder encore à un tirage au sort. Pourquoi pas?
Mais parce que les mandats de M. Kalouba devaient aller jusqu'à sa fin. Mais parce que, à la suite, Ce mandat a été interrompu. Non, pas du tout. oui, le mandat a été interrompu de M. Kalouba. Le mandat de M. Kalouba a été interrompu. C'est pourquoi nous parlons de l'irrégularité de la composition de cette cour. C'est à l'article 116 de la loi. J'ai vu m'être allé trop loin dans le voyage. Pourtant, le voyage était tout près de nous. Donc, je crois que l'article 116 de la loi sur la Cour constitutionnelle tranche ces débats alors de manière limpide. Parce que les mandats concernent d'abord le premier membre de la Cour qui ont successivement, de manière exceptionnelle, des mandats de 3 ans, 3 ans. Mais si nous devions rester légalistes, Dieudonné Kalouba devrait quitter la Cour à quelle période? Quel moment donné? Et achever son mandat à quelle période déjà? Monsieur Kalouba aurait dû finir les mandats de Monsieur Luamba avant. En fait, à partir de Monsieur Kalouba, à partir de ce moment-là, il ne devrait plus y avoir de tirage au sort. Il ne devrait plus y avoir de tirage au sort. Le tirage au sort s'est fait 2 fois. Pour ceux qui ont eu un mandat de 3 ans, on tire. Pour ceux qui ont eu un mandat de 6 ans, on tire. Et puis, il y a le dernier qui devrait achever leur mandat de 9 ans. Ce qui fait 3 fois au lieu de 2 ans. N'est-ce pas? Non, pas 3 tirages au sort. Je parle des tirages au sort. Il y a d'abord, je dis ceci, il y a d'abord ceux qui ont un mandat de 3 ans. Il y a ceux qui ont un mandat de 6 ans. Ça veut dire, ils ont été tirés pour la première fois et ils sont restés. Ils ont donc, à la 6e année, on tire encore au sort. Mais on ne peut plus tirer au tout dernier. Si, on peut toujours. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Maintenant, je n'ai pas reçu la question si c'est celle-là. Je crois l'avoir répondu. Sauf si vous avez une autre question, je peux rebondir. Il n'en a pas, moi je peux rebondir vite Non. et puis on passe à autre chose. Non, C'est mieux. Non, On passe à autre chose il m'a directement. posé une première question. Non, je voudrais- c'est important que je revienne, co-animé l'émission. Non, je voudrais revenir là-dessus. J'ai répondu à la question du journaliste. Pardon, pesanga moi, pesanga ta moi ndam. Ne vous en faites Te pas. pesanga ta moi ndam, que pardon, vos ta question. Pardon, ben la bonne délire. Il y aura des équilibres. À moins qu'il me permette. Non, c'est mon temps d'antenne. Je suis précis. Pardon. Non. Ndeko na ngai, Vous aurez votre temps, pardon. vous allez y Pardon. Laissez-moi finir. Je suis venu, Allez-y, je suis venu prendrai parler mon temps avec de les parole. Congolais. Maître Allez-y, Kinda. allez-y. Alors, Maître Vous aurez votre temps. Maître Rodiga Mazani, à ce jour, qu'est-ce qui vous dérange dans la position de M. Martin Fayoulou quand il dit « avec cette CENI, nous n'irons pas aux élections ». Qu'est-ce qui vous dérange? Non. Qu'est-ce qui vous oppose? Non, rien ne nous oppose. Nous comprenons la position du président Martin Fayoulou. C'est la position de son parti. Nous respectons sa position du parti. Pour nous, nous disons que ça reste dans la ligne droite du combat. Le combat, lui, il a décidé de le mener en dehors du processus. Nous, on a décidé de mener le combat dans le processus afin d'éviter de laisser un boulevard. Afin d'éviter de laisser un boulevard à M. Tshisekedi qui n'a pas de bilan à défendre. Le peuple congolais va le sanctionner. Tout ce que M. Félix Tshisekedi veut nous faire jouer, c'est le jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Vous savez, les personnes dégoûtantes, lorsque vous êtes à table, les personnes dégoûtantes posent des actes pour vous faire dégoûter et de quitter la table. C'est ce que M. Tshisekedi fait. Il viole la loi, il viole la constitution, il impose une CENI, il fait un mauvais audit du fichier électoral pour que nous soyons dégoûtés du processus et de lui laisser un boulevard. Nous disons, nous n'allons pas lui laisser un boulevard. Nous allons participer avec lui jusqu'au bout. Et comme le peuple va les sanctionner, c'est ce peuple-là qui fera la CENI. C'est ce peuple-là qui va auditer les fichiers électoraux ce jour-là. Ce jour-là, nous demandons au peuple congolais de venir en masse voter. Voter contre M. Tshisekedi parce qu'il n'a aucun bilan. Lui-même, attendez, un candidat qui reconnaît avoir échoué avec la justice, il a échoué avec la sécurité parce qu'à l'Est, il y a l'insécurité. L'insécurité alimentaire, n'en parlons pas. Les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat. Mais ces Congolais-là veulent sanctionner M. Tshisekedi. Jouer à l'abstention. C'est jouer le jeu de M. Tshisekedi. Et nous n'allons pas jouer le jeu de M. Tshisekedi. Nous serons avec lui dans ce processus. Et les Congolais vont le sanctionner sévèrement. Et c'est pourquoi nous disons, nous allons participer au processus, mais nous n'allons pas suivre les résultats qui viendront de la CENI, ni amener des contentieux à la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Seuls les résultats qui seront publiés par l'Église catholique et l'Église protestante qui feront foi. Je reprends la parole. Merci beaucoup.
Je vais introduire le deuxième sujet rapidement parce que le temps est en train de filer. Mais j'ai quand même droit... Malheureusement. non, mais je dois quand même répliquer à tout ce qu'il a dit. Non, vous allez répliquer. J'ai introduit d'abord la... Allez-y, allez-y. Alors, rébellion du M23, quelle issue idéale après plus ou moins 2 ans de guerre? Voilà, quelle est l'issue idéale? Le gouvernement dit pas de négociation. Le M23 dit négociation. On est dans le statu quo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution idéale? Alors, je ne veux pas répondre à tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Insécurité, Tshisekedi dit justice et tout 5 minutes. Ok, 5 Réglez minutes. votre montre. Alors, je vais relire l'article 116 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il est dit ce qui suit. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation, ce qui voudrait dire Luamba et les autres, de la Cour constitutionnelle, tirés successivement au sort par le groupe de 3 selon leur autorité de désignation. Par autorité de désignation ici, on sous-entend les présidents de la République, on sous-entend le Parlement, on sous-entend les conseils supérieurs de la magistrature. Monsieur Kalouba, je dis bien, vient pour parachever les mandats de Dieudonné Luamba. Dieudonné Luamba avait à peine, je crois, 3 ou 4 ans, je crois. Ok? Maintenant, Dieudonné Kalouba vient pour compléter les mandats de Luamba qui avait été initié lors de la première désignation-nomination. N'oubliez pas, il est dit, selon leur autorité de désignation. Il a démissionné, il a interrompu. Il y fallut que l'autorité de désignation désigne une autre personne pour venir compléter. Puisqu'il avait un mandat, soit, il l'a dit toi-même, de lui-même, de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et ces mandats pouvaient être interrompus. Le principe de 9 ans est interrompu par les tirages au sort, lesquels tirages au sort devaient être organisés pour après 3 ans, qui n'a pas eu lieu. Après 6 ans, ce qui a eu lieu, désigné, Kalouba est sorti, Kamouleta l'a remplacé, ok? Et selon d'où il est venu. Lorsque quelqu'un de cette composante, de 3 composantes de la Cour constitutionnelle, lorsque un juge est tiré au sort, ne peut revenir en remplacement que celui, ok, de la même composante que ces juges nommés venaient d'être tirés. C'est ce qui a été le cas. Et donc, vous savez, lorsqu'on dit que l'opposition politique se caractérise par la manipulation, c'est tout ça. Voilà pourquoi j'ai voulu revenir, insister sur cette question-là, pour qu'on lise les dispositions de la Constitution, pour qu'il nous démontre qu'il y a eu faille quelque part. Nous avons lu ces dispositions, les dispositions qui sont sorties de lui, et vous conviendrez avec moi, l'irrégularité n'y est pas au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais cependant, une minute, 2, merci. Cependant, je voudrais ici attirer l'attention sur ce qui a été dit par M. Délice Sanga. Il dit ceci. Il dit ceci, qu'il faudrait recomposer la Cour constitutionnelle. Charger le mode. Charger le mode de désignation de membres. Parce qu'il parlait de trouver un consensus. Qui dit consensus veut que nous devrions nous écarter des prescrits de la Constitution. Parce que ici, la Constitution dit qu'il faille 3 en provenance de telle ou telle composante, mais lorsqu'on dit consensus, ça dit que tu fais autour d'une table pour se mettre d'accord sur ceux qui doivent aller à la Cour constitutionnelle. Et donc, l'opposition dans ce qu'il présente, ou dans ce qu'elle présente, ne constitue pas une revendication. Je n'ai même pas 6 minutes. Je suis là-bas. On était à 3 pratiquement lorsqu'on est entré. Je suis là, à l'écran là-bas. Alors, je disais tout à l'heure que l'opposition n'est pas dans la logique légale. L'opposition est dans la logique émotionnelle, émotive. Ce sont les fantasmes de l'opposition qu'on voudrait nous imposer. Voilà pourquoi je demande à l'opinion d'être très attentive. J'en viens à la question, pour chuter bien sûr, à la question du M23. Moi je pense qu'à ce jour, cette question a déjà trouvé une solution. Parce qu'il y fallu que nous puissions avoir une armée qui a subi beaucoup de réformes jusqu'ici, et ils le savent.
il y fallu à ce que nous ayons sur le plan international des États qui nous accompagnent, entre autres les Vatican par exemple, vous avez la Belgique qui nous accompagne, vous avez la Russie, vous avez la Chine qui pèse de temps en temps de l'échiquier des décideurs, ainsi de suite, tout ça pour que nous puissions aller faire la guerre. Quel est l'intérêt d'être accompagné par ces États-là? Nous savons tous que le Rwanda, le M23 n'est rien. Les M23 est l'instrument qui est utilisé par le Rwanda, lequel le Rwanda a derrière lui la France, la Grande-Bretagne et comment dire, les États-Unis d'Amérique. Et donc, s'il faille à ce que nous puissions faire la guerre, nous devons faire la guerre au M23. Et je pense que le discours a déjà changé au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Et le président de la République l'a dit, nous ne négocions pas avec les terroristes. Si hier, Joseph Kabila, excusez-moi bien sûr, je veux chuter par là, si hier, Joseph Kabila avait des amis M23 et consorts, d'ailleurs, vous vous souviendrez qu'en 2016, ont été recrutés parmi les rebelles, c'est-à-dire les M23, pour éventuellement tuer les populations. Et 90 populations ont été tuées, selon la publication faite par Human Rights Watch en le 4 décembre 2017. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais je ne vais pas les poser parce que vous n'avez plus assez de temps. Je vais donner la parole à votre accordez-nous quand même une rallonge. Maître Ramazani, question du M23, de l'agression rwandaise, rébellion du M23. Il y a un statu quo, les deux positions. Kinshasa dit pas de négociation, le M23 dit négociation ou rien. Bon, je comprends. À suivre Maître Pinda sur l'affaire de la Cour, je le prends quelques secondes. C'est Pinda. Maître, bon, tant mieux. Je vais arranger, ça va me prendre du temps. À le suivre, je comprends qu'il y a un problème de maîtrise de ce dossier. Maître Pinda ne maîtrise pas le dossier. Le problème est que la violation n'a pas seulement commencé avec M. Tshisekedi au pouvoir. Même Joseph Kabila aussi avait commis le cas de violation de la loi, de l'article 116. Parce que le premier tirage aurait dû être fait, mais le premier tirage n'a pas été fait parce qu'on a remplacé directement Vundoa et l'autre nom m'échappe. Ils ont été remplacés sans qu'il y ait tirage au sort. C'était déjà une violation. Ensuite, il y a eu une deuxième violation. Pour le cas de M. Kalouba, qui aurait dû ne pas être tiré au sort. Parce que le deuxième tirage étant déjà été fait, M. Kalouba était venu, lui-même le reconnaît, finir le mandat. Donc, M. Kalouba aurait dû finir son mandat et puis le remplacement aurait dû être fait. L'article 116 était fait quoi? Était fait quand, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous allez parler. J'ai pris assez de temps de l'émission. Si vous voulez, vous nous invitez spécialement sur cette question. Je vais amener des dossiers. Nous allons en discuter pièce contre pièce. Je vais lui démontrer que c'est un dossier que je maîtrise de fond en comble. Ça, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, la loi, elle est claire. Ils ont mal lu la loi, ils ont mal compris la loi, ils sont tombés dans le piège de Kabila, ils ont violé la loi sur la Cour constitutionnelle. Donc nous avons une Cour constitutionnelle irrégulièrement constituée. Le débat n'est pas loin, le débat c'est dans l'article 116. C'est ça le siège de la matière. Et il faut aller méditer cette disposition légale. Maintenant, sur la sécurité, écoutez, il est patent que M. Félix Tshisekedi, président de la République, n'a aucun plan, n'a aucune vision sur la situation sécuritaire du pays. Tout aujourd'hui, tout, même les 1 milliard qu'on a donné à l'armée pour conditionner l'armée, refonder l'armée, tout aujourd'hui part dans d'autres organisations qui en soi sous-traitent notre sécurité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de sous-traiter notre sécurité en lieu place de conditionner nos militaires pour qu'ils soient en forme et éradiquer cette agression rwandaise que Félix Tshisekedi nous a importée. Parce qu'en réalité, la situation que nous vivons aujourd'hui, Tshisekedi ne l'a pas trouvé. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui l'a créé de toutes pièces à cause de ses mauvaises décisions. Félix Tshisekedi, oui, quand Tshisekedi arrive dans ce pays, il ne trouve pas le M23. Lui-même l'a dit, que le M23 n'existait plus. Lui-même l'a dit, c'est pas Maître Pinda, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit plus d'une fois, que le M23 n'existait plus depuis 2013. Pourquoi le M23 revient? Parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Et à cause de ces mauvaises décisions, aujourd'hui, les Congolais meurent. Les Congolais meurent à l'est du pays. Et il prend courage de dire aux Congolais qui ne sait plus aller s'installer à Goma pour leur sécuriser. Ils regardent leur situation de loin. Monsieur le président de la République, il faut savoir que la population de Massissi, le jour des élections, vous regardera de loin. La population de Rutshuru vous regardera aussi de loin. La population de Nord Kivu vous regardera de loin parce qu'ils sont abandonnés. Et comme ils sont abandonnés, nous l'envolons. Nous proposons une alternative en termes de gouvernance publique avec le candidat président de la République, Delis Esanga. Cette alternative, ça s'appelle la refondation du Congo. Merci.
l'insécurité est au plus haut point, est une urgence nationale. Merci beaucoup, Maître Ramazani. Je pense que je vais commencer avec vous. Non, je dois... avec lui. Donc, je dis, vous devez finir avec moi. Non, moi j'ai fini, vous continuez. C'est le journaliste, Maître Pinda. C'est lui le journaliste. D'abord à la question. C'est lui le journaliste. Il a commencé dans ce cas, moi vous. je ne prends plus parce que moi j'ai fini. Si Maître c'est Pinda pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y. Concluez, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais conclure en disant ceci. Je reviens sur cette affaire du M23 qui n'existait plus. Dites-moi, le 14 décembre 2017, Human Rights Watch fait cette publication pour dire que les rebelles du M23 ont été recrutés par Joseph Kabila. Vous qui nous suivez, cherchez sur l'internet. D'où sont venus ces M23-là, si les M23 n'existaient plus? Récemment, ici, vous avez suivi Museveni, qui dit que les ADF ont été recrutés. D'ailleurs, vous avez fait une déclaration ici pour dire, vous-même là, vous avez lu, que les M23 ont été financés par Joseph Kabila. Non, c'est les AZF. Les ADF. C'est les présidents ougandais. Exactement. Et ils exploitaient les minéraux en République démocratique du Congo. Alors, lorsque vous nous dites ça, pour dire que Tshisekedi est responsable de la situation ici, et que Tshisekedi refuse de négocier, mais c'est très contradictoire. Parce que si Tshisekedi était responsable de cette situation ici, il serait dans la situation de sympathisant avec le M23. Et ici, il est radical. Et lorsque vous dites que vous avez oublié les vestiges que vous nous avez laissés, ici, ce n'est pas vous. Ici, je vois Délice Sanga, un ancien rebelle. Et c'est grâce à cette rébellion-là que nous avons eu mixage et brassage. C'est-à-dire que le vestige que nous avons aujourd'hui d'infiltration, c'est la conséquence de la prise des armes par Délice Sanga et autres. Donc on ne peut pas prétendre que Tshisekedi soit responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle, nous sommes partis du RCD Goma. RCD Goma a donné naissance au CNDP, CNDP au M23. Et les M23 ne sont pas ou n'ont pas pour génitaire Félix Antoine Tshisekedi, mais ils ont pour génitaire Azarias Rouberois, ils ont pour génitaire Délice Sanga, ils ont pour génitaire Joseph Kabila et consorts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on est logique avec soi-même, si on a du bon sens, si on est correct, si on est doté d'une probité intellectuelle, on ne peut en aucun cas attribuer au président Tshisekedi les faits de l'existence du M23. Je voudrais chuter en disant ceci. Elle me dit que... Laissez-moi chuter. La régie, je vous prie de me laisser chuter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est vous qui Je pense que nous allons y revenir là, le temps à la je reviendrai volontiers là-dessus, surtout cette question de la Cour constitutionnelle. Je pense que ça nous permettrait de... Vous êtes d'accord qu'on Nous prenons date pour quel jour déjà? Mais je dois conclure moi aussi. Non. Apparemment, c'est vous qui avez commencé l'émission. Non. Si vous concluez, non, pas du tout. Non. C'est vous qui avez commencé l'émission. Vous m'aviez dit que c'était la fin de l'émission, c'était les derniers mots. Je prendrai aussi la parole. A pris les derniers mots, je dois prendre les derniers la parole, je prendrai à mon tour. Calmez-vous. Ben, j'attends aussi prendre la parole. Je dois prendre la... Et rappeler, tout en rappelant que vous m'aviez interrompu. Calmez-vous. Allez-y. Calmez-vous. Maître Ramazani, j'ai commencé avec vous. Et donc... Non, mais là, vous étiez en train de nous donner le mot de la fin. Tout à fait, à chacun. À chacun. Mais moi, je n'ai pas droit au mot de la fin. Mais je n'avais pas... Non, mais c'est moi qui ai pris le mot de la fin. Il a pris le mot de la fin, j'ai le droit au mot de la fin. Sauf si l'émission appartient à l'Union Sacrée. S'il prenait cette émission-là, vous ne me donnez pas non plus l'impression que vous, ayant la police des débats, non, c'est pas juste. L'émission, on se retrouve dans la semaine prochaine. La question... Non, mais toi, s'il vous plaît. Il a pris le mot de la fin.